Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Cuba sans Castro, c'est un peu comme Fidel sans son cigare, comme la révolution privée de sa mythologie. Une page se tourne à Cuba. Dans quelques jours, l'île des Caraïbes ne sera plus dirigée par un Castro. Il appartient désormais à cet homme d'allure hollywoodienne de perpétuer l'histoire commencée en 1959. Cette année-là, en février, Fidel et ses guerrilleros chassaient de son palais à La Havane le président Fulgencio Batista. Durant 49 ans, El Comandante aura tracé le chemin chaotique de sa révolution pour finalement passer la main à son frère Raúl, gardien du temple, gardien de l'héritage, jusqu'à ce printemps 2018. Durant toutes ces décennies, Cuba aura résisté à tous les ouragans géopolitiques, touché gravement, mais pas coulé au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, étranglé mais pas étouffé par les manœuvres et les embargos de l'ennemi américain, sauvé in extremis par la révolution bolivarienne et le pétrole du Venezuela. Dans l'histoire des révolutions marxistes-léninistes, Cuba reste un cas à part, tragique et romantique, cruel pour ses opposants de l'intérieur, exaltant pour ceux qui rêvent encore de changer le monde. En février 1959, un jeune avocat à la tête d'une armée de guerrilleros met fin à la dictature sanglante de Fulgencio Batista. Accueilli à La Havane en libérateur, Fidel Castro incarne vite le symbole de l'anti-impérialisme. Contra toda esa basura, contra toda esa miseria, contra todo ese bandidismo, contra toda esa desfachatez insólita de los imperialistas. Fidel Castro représente pour certains le meilleur du socialisme, pour d'autres, une dictature brutale. La révolution a permis des avancées sociales indiscutables pour l'époque. Accès gratuit et universel à la santé et à l'éducation, répartition des logements, fin des discriminations raciales. Les conditions de vie des Cubains s'améliorent. Le castrisme présente donc un bilan social défendable qui ne masque pas un bilan désastreux au niveau économique et politique. Nationalisation totale des petits commerces, monoculture exportatrice, hypercentralisation. Tout le système vacille au moment où implose l'Union soviétique. Sur le plan politique, les violations systématiques des droits civils alimentent un mécontentement. L'opposition est muselée, les dissidents embastillés. À l'âge de 82 ans, Fidel Castro cède le pouvoir à son frère Raúl en 2008. Il mourra en 2016. El Comandante aura survécu à 11 présidents américains. Fidel, Fidel, hasta la victoria! La crise économique endémique qui touche Cuba depuis la chute du bloc soviétique exige des réformes. À l'initiative du président Barack Obama, Raúl Castro joue la carte du rapprochement. L'ambassade américaine de La Havane est rouverte en juillet 2015. Sur le fil de l'ouverture, Raúl Castro permet le développement du secteur privé qui emploie désormais 30% de la population. Comme avocate dans un cabinet, je ne gagnerai pas la moitié de ce que je fais en ce moment en jouant les statues vivantes dans la rue. L'emploi indépendant, notamment dans le tourisme, la restauration et le petit commerce, provoque pourtant de fortes disparités salariales avec le secteur public, qui emploie encore la majorité de la population cubaine. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes professeur au département d'histoire de l'Université de Genève. Vous avez beaucoup travaillé sur les diasporas afro-américaines en Amérique latine. Vous avez résidé à Cuba, on y viendra tout à l'heure. C'est un des derniers régime marxiste-léniniste de la planète. Comment Cuba a-t-elle fait pour résister à tout? Eh bien, Cuba a commencé par une révolution qui a été triomphante et grâce à laquelle une grande partie vraiment de la population s'est ralliée derrière les dirigeants révolutionnaires. Dès ce moment-là, il y a eu la construction d'organisations de masse qui ont encadré la population et ça c'est très important, elle continue jusqu'à notre jour. Donc toute la population est encadrée, notamment derrière les comités de défense de la révolution. Et puis ensuite, c'est une société qui a évolué avec le temps, mais toujours les mêmes, au fond,
pouvoir et une consolidation de ce pouvoir avec certaines institutions qui ont pris de plus en plus d'importance, notamment l'armée, qui est, je dirais, presque une colonne vertébrale aujourd'hui, qui continue de tenir malgré le décès de Fidel Castro et le départ proche de Raúl Castro. Donc il y a toute cette mythologie de la révolution très forte qui a porté le régime et qui continue de le porter. Alors la mythologie, c'est peut-être pour nous, c'est pour les touristes, et on la vend d'ailleurs aux touristes. Je pense que pour les Cubains, elle est un peu passée. Il ne faut pas oublier que, je dirais, le 80%, voire plus, de la population cubaine est née après le triomphe de la Révolution. Donc pour elle, la mythologie, en fait, c'est plutôt le catéchisme. Ils ont déjà appris à lire et écrire avec cette mythologie, et je crois qu'elle n'est vraiment plus porteuse de rêves pour eux du tout. Vous étiez à Cuba au moment de l'implosion de l'Union soviétique, fin des années 80, début des années 90. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est la stratégie de Fidel Castro à ce moment-là? Alors Castro lance son programme de rectification, c'est-à-dire au fond de consolidation de la rigidité du régime, parce qu'il voit bien que du côté de l'Union soviétique, ça s'ouvre, ça fait un appel d'air au fond à Cuba, donc il y a des mouvements qui se créent, on s'arrache même la presse soviétique à cette époque-là à Cuba, donc il met tout de suite vraiment le contrôle là-dessus, avec une mise au pas des intellectuels, et je dirais même là aussi de dirigeants qui auraient pu prendre de l'importance, notamment le général Ochoa, qui est à ce moment-là accusé de corruption, et qui sera condamné à mort. Et qui sera condamné à mort et exécuté le tout en un mois, et sauf les exécutions, le tout en direct à la télévision. On a dit tout à l'heure qu'à mettre au crédit du castrisme, il y a l'accès à la santé, l'accès à l'éducation pour tous. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Et pendant les 30 premières années de la Révolution, il n'y a aucun doute qu'il y a un effort énorme qui a été fait de ce côté-là. C'était aussi une façon de garder la population fidèle, c'est le cas de le dire. Et en même temps, à partir de la crise de l'Union soviétique, eh bien, les choses ont commencé à devenir plus compliquées. Il y a eu de moins en moins à manger. Il a été de plus en plus difficile, au fond, de fournir ces services. Et c'est là qu'il y a eu, je dirais vraiment pour moi, une cassure dans cette révolution. C'est l'ouverture à la diaspora cubaine, donc en fait ce qu'on appelait les gusanos, les vers de terre, ceux qui avaient quitté la Révolution pour aller se réfugier pour la plupart aux États-Unis. Et qui envoient maintenant des dollars à leur famille. Qui envoient de l'argent et qui en fait fait vivre un peu Cuba sous perfusion, et ça a vraiment agrandi les différences sociales et raciales, parce que l'immense majorité de cette population en exil, ce sont des Blancs, des classes supérieures et beaucoup de la ville de La Havane. Donc il y a vraiment un écart qui s'allergit chaque jour, parce que ce sont eux qui reçoivent l'argent. Donc c'est eux qui peuvent commencer ces petites industries qui sont autorisées par le régime. Et donc ça élargit et ça provoque aussi des frustrations dans la population. Alors ça va être un défi pour le nouveau président, celui qui succède à Raúl Castro. On le connaît mal, il est un peu mystérieux. Mélanie Ohayon nous a préparé son portrait. On se retrouve juste après. Merci. On le voit souvent aux côtés du président cubain Raúl Castro. Il est son discret vice-président depuis 5 ans. Miguel Díaz-Canel, cet apparatchik modèle, ce sera lui le nouveau visage de Cuba. Formellement, il doit encore être élu le 19 avril par l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et au terme d'un long processus électoral. Mais à Cuba, l'un des derniers bastions du marxisme-léninisme, les présidents ne tombent pas du ciel. Si Díaz-Canel devient président, c'est parce que le Parti communiste et Raúl Castro l'ont choisi pour perpétuer l'héritage. Pas à pas durant 30 ans, cet ingénieur a gravi les échelons du pouvoir. Dans l'ombre des frères Castro, il prouve son attachement aux acquis de la Révolution, mais défend aussi une plus grande liberté de la presse et une ouverture à Internet. Il y a 20 ans déjà, dans sa ville, Santa Clara, ce fan des Beatles a même autorisé des concerts de rock et les premiers spectacles de travestis à Cuba. D'autres vents réformateurs souffleraient-ils sur l'île? Probablement pas. Raúl Castro y veillera. Il cède la présidence mais demeure chef des armées et du Parti communiste cubain jusqu'en 2021. Monsieur Díaz-Canel ne tombe pas du ciel, il est le successeur désigné. Il faut rappeler quand même qu'on n'est pas dans une démocratie libérale. C'est sûr, il est beau, il est jeune, il est blanc.
C'est peut-être la continuité avec les précédents. En même temps, il faut voir qu'on ne sait pas quel pouvoir il aura. Il a un pouvoir, il est président, mais il faut savoir que le Conseil des ministres et le Conseil d'État sont les lieux où il y a vraiment le pouvoir. Et là, la majorité des membres appartiennent aux forces militaires. Et donc, pour moi, ce sera beaucoup une question d'équilibre. C'est quelqu'un qui a fait qui a une formation d'ingénieur, mais qui n'est pas du tout formé à l'armée. Donc, quels seront ses liens avec l'armée? Ça va beaucoup compter. Et également, je pense que s'il dépasse ce qu'on lui demande, on pourra aussi le remplacer. Et c'est l'armée aussi qui contrôle les secteurs clés de l'économie aujourd'hui à Cuba. Le tourisme. Tout à fait. L'armée contrôle en fait 60% de l'économie cubaine, donc c'est énorme. Elle filtre aussi beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier aussi que le service militaire est obligatoire à Cuba pour 2 ans, donc tout le monde passe par l'armée, donc elle exerce un contrôle très très fort. Et il y a aussi maintenant une 2e, 3e génération de personnel militaire, d'officiers, etc., qui est formée. Et eux ont énormément à en fait gagner en restant dans ce régime plutôt que de risquer un gros changement. Mais avec ce nouveau président qui est né après la Révolution, est-ce qu'on peut quand même attendre des changements économiques, politiques? Je crois que c'est faux d'attendre tout d'une personne. Les sociétés changent. Cuba va être obligé de changer, de s'ouvrir. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a d'énormes problèmes à régler, notamment le fait que la démographie va exiger des changements en profondeur. Oui, parce que Cuba est une île qui vieillit. Et c'est un cas particulier dans toute l'Amérique latine, je crois. Tout à fait. C'est une population, c'est le prix à payer, au fond, de cette bonne santé et de cette bonne éducation de la Révolution. C'est qu'on a déjà 15% de la population qui a plus de 65 ans. Et la jeunesse, moins de 15 ans, c'est aussi 15%. Donc, il y aura un défi vraiment énorme pour arriver à maintenir une population vieillissante avec une jeunesse qui est de plus en plus proportionnellement limitée. Donc, il y a des défis énormes qui sont là à l'avenir, et il faudra, peut-être ce sera assez nécessaire d'avoir l'armée pour les contrôler. Sur quel allié extérieur peut compter le régime, essentiellement? Alors là, Cuba a appris du passé. Il n'y a pas un seul allié qui va l'aider. Je pense que même les États-Unis n'ont pas intérêt à une destruction complète de l'économie, de la société cubaine. Ce serait trop dangereux pour eux. Donc il y a un intérêt assez général à une certaine stabilité et transition en douceur. Et qui soutient concrètement maintenant l'économie cubaine, alors on se son presse développement? un peu au portillon, parce que tout le monde cherche les opportunités. Donc il y a la Chine, le Vietnam, en Asie surtout, le Brésil, le Mexique, le Canada dans les Amériques, l'Argentine aussi, en Europe, France, Allemagne, etc. La Suisse aussi, qui s'intéresse à divers domaines, sans parler seulement des cigares, mais également de l'hôtellerie. Kempinski vient d'ouvrir un énorme hôtel au plein centre à La Havane, qui s'appelle La Manzana, ça veut dire le carré entier, et 5 étoiles. Et donc on voit là que tout le monde se presse pour cela. Mais c'est très diversifié et c'est vraiment là une décision de fond. Alors Obama a provoqué l'ouverture, ça aboutit au rétablissement des relations diplomatiques en 2015 entre Cuba et les États-Unis. Maintenant, c'est Trump. On va vers quoi? Personne ne sait, probablement Trump non plus. Pour les Cubains, c'est très angoissant, parce qu'ils avaient vraiment prévu une lente ouverture qui allait leur permettre notamment de développer le tourisme avec les États-Unis à grande échelle. C'était vraiment leur grand rêve. Également des relations dans ce qui concerne les importations de produits agricoles, plus de mouvements entre la diaspora et la population cubaine à Cuba. Également les devises qui maintiennent aussi l'économie. Les devises qui sont envoyées par les Cubains des États-Unis sont plus importantes au point de vue rentrée que le tourisme. Donc tout cela est vraiment un point d'interrogation énorme. Et je crois que c'est une inquiétude non seulement pour Cuba, aussi pour les Américains et pour le monde entier. Merci, madame. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Pour prolonger cette émission, je vous recommande un documentaire sur la réalité cubaine d'aujourd'hui, les difficultés, les espoirs de la jeunesse. Cuba, l'île aux 2 visages, c'est à revoir sur le site Info Arte TV. Le cinéaste américain Oliver Stone a réalisé au début des années 2000 un film partisan, portrait sans filtre de Fidel Castro. Le film n'est jamais sorti aux États-Unis, mais disponible en DVD.
Allez aussi dans les archives de la RTS sous le titre « Fidel Castro, le révolutionnaire », une série de documents rares réunis par Marielle Rezzonico. Merci à elle. La semaine prochaine, Géopolitis décryptera une autre révolution, celle de mai 68. Salutations à vous tous qui nous suivez à Dakar, à Beyrouth, à Bruxelles ou Montréal, grâce à TV5 Monde. Bonne semaine, à bientôt.